Le 30 avril 2007, le projet de traité transatlantique est relancé par le président de la Commission, José Manuel Barroso, George W. Bush et Angela Merkel qui déclara cette idée fascinante. Est alors mis en place un Conseil économique transatlantique qui sera présidé en 2009 par Karel de Gucht, ancien ministre des Affaires étrangères du gouvernement belge d'Herman Van Rompuy, aujourd'hui président du Conseil européen, et Michael Foreman, conseiller du gouvernement Obama. Ce Conseil économique transatlantique sera le seul organe de discussion entre les États-Unis et l'Union européenne. Mais c'est véritablement le 28 novembre 2011 qu'Obama redonne un coup de pouce au projet en créant le High Level Working Group on Jobs and Growth, avec à sa tête un de ses conseillers, Ron Kirk, et du côté européen toujours Karel de Gucht. Ce nouveau groupe posera les bases des recommandations qui aboutiront au mandat de négociation du 14 juin 2013, négocié avec les États-Unis via un groupe de travail restreint issu de la Commission européenne et dirigé par l'illustre inconnu Ignacio García Bercero. Suite à ce mandat, plusieurs rounds de négociations ont eu lieu jusqu'à aujourd'hui afin d'établir précisément le traité. Alors que personne, à part les gens précités, n'a accès aux négociations avec les États-Unis, la question subsiste pour une grande partie du peuple. Qu'est-ce que le traité transatlantique ? Alors le traité est transatlantique, sous ses multiples appellations, accord de partenariat transatlantique, accord pour transatlantique pour le commerce et l'investissement, c'est, disons, d'arriver en fin d'analyse à créer une zone de libre-échange couvrant 800 millions de consommateurs, unissant donc l'actuelle Union européenne et les États-Unis. Et un marché de 800 millions de consommateurs, un G2, représentant grosso modo un bon tiers, 40% des échanges commerciaux, en gros 50% chiffre arrondi du PIB mondial. Donc le primus inter pares. Eh bien, qu'est-ce que le partenariat transatlantique en matière de commerce et d'investissement? On sait que ça concerne le commerce, on sait que ça concerne l'investissement, on sait que ça va baisser ce qui reste de barrières tarifaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle le langage courant de droits de douane. Il n'en reste pas beaucoup, ça va baisser ce qui reste de droits de douane. Mais on sait surtout que ça va s'attaquer à ce qu'on appelle les barrières non tarifaires, c'est-à-dire les obstacles sanitaires, phytosanitaires. C'est un traité en fait entre les États-Unis et l'Union européenne pour faire baisser en fait les barrières tarifaires et non tarifaires. En gros, une vaste zone de libre-échange transatlantique. Les barrières non tarifaires, c'est l'ensemble des normes de protection. Là, ça peut être environnemental, sanitaire, social. Eh bien nous, par exemple, nous avions refusé la somatotropine, c'est-à-dire les somatotropines sont des hormones de lactation qu'avait inventé Monsanto. Donc on piquait la vache, donc si on voulait partir en vacances au mois de juillet, on piquait pas la vache, quoi. Et si on voulait revenir au mois de septembre, on rattrapait le retard, on piquait la vache à l'hormone de lactation, la somatotropine, et elle y allait plein pot, quoi. Elle produisait plein de, comme les Holstein qui font 11 000 litres de lait par an. Bon, ben les Européens n'avaient pas voulu la somatotropine. Et ben voilà un obstacle non tarifaire. Au nom de la santé, de la protection animale, on n'avait pas voulu ça. Il y a 5 points qui sont primordiaux dans cet accord. Le modèle agricole, la sécurité alimentaire. Ce sont 2 points différents. Modèle agricole, production, sécurité alimentaire, consommation. La question de la justice privée, c'est-à-dire qu'on pourra faire, des multinationales pourront faire condamner des États. Il y a la question du droit de la concurrence. Et il y a également, en fin d'analyse, une question de quasiment de liberté publique. Quasiment de liberté publique, qui est que à partir du moment où des multinationales feront condamner des États, quid de la protection du consommateur? Malgré l'importance, à première vue, des implications de ce traité, les médias en parlent peu et surtout depuis peu de temps. Pourtant, le docteur en sciences politiques Pierre Hillard faisait partie des rares à en parler il y a plus de 10 ans, dans son livre La décomposition des nations européennes. Mais à l'époque, il était difficile de s'exprimer sur le sujet. Quand je sortais ces documents, ces preuves, j'avais affaire à des gens, c'était donc la théorie du complot, soit un haussement d'épaule, l'indifférence, et maintenant que la chose est officielle, donc depuis février 2013,
tout d'un coup, ces gens-là se réveillent. Et pourtant, quand on revient sur la généalogie d'un tel accord, il est surprenant de voir que, seulement 10 ans avant, on pouvait traiter de complotistes les gens qui en parlaient. En effet, l'idée de ce projet est logique si l'on prend en compte que la naissance de l'Union européenne s'est faite sous le patronage des États-Unis, comme l'a étudié Pierre-Yves Rougeron dans son livre « Enquête sur la loi du 3 janvier 1973 ». Parmi les pères de l'Europe sont tous des atlantistes, Monnet le premier. D'ailleurs, Monnet il parle pas du marché euro-atlantique, il parle du bloc occidental. Voilà. Et c'est un aspect politique. oui, bien sûr. Pour lui, c'est le dernier étage. Il suffit de lire ses mémoires, hein. Il s'en est jamais caché. Il y a des gens qui découvrent l'eau chaude en ce moment, mais il s'en est jamais caché. Mais aucun des vrais pères de l'Europe, pas Schuman, pas la galerie, la plupart sont américains, et pour eux, c'est une excroissance américaine, déjà. C'est l'aboutissement logique, quasiment depuis, on va dire, depuis la création et depuis les pères de l'Europe. Parce qu'il est convenu d'appeler les pères de l'Europe. Ne jamais oublier, ce n'est pas une boutade. Quand on rédige d'abord, quand on rédige le traité de Paris qui crée la CECA, c'est Jean Monnet, et Jean Monnet transporte les règles de l'économie de guerre qu'il a vu fonctionner aux États-Unis. Mais quand on rédige le traité de Rome, toute la partie institutionnelle, la Commission, le Parlement, les recours pour excès de pouvoir, etc., est faite par deux Français, le doyen Vedel et le professeur Rother de Paris 2. Mais toute la partie, le cœur, non pas le squelette, non pas l'institutionnel, mais toute la partie, les normes de droit positif du traité de Rome, c'est-à-dire le droit de la concurrence, c'est Jean Monnet qui amène une équipe de lawyers américains et qui rédige le traité de Rome. Tous les articles concernant la concurrence sont la reproduction littérale des articles américains du droit de la concurrence américain. On ne dira jamais assez, c'est une équipe américaine, de lawyers américains qui a rédigé le traité de Rome pour la partie droit de la concurrence. La partie institutionnelle, recours à ses pouvoirs, Cour de justice des communautés européennes, ça c'est le doyen Vedel, et le professeur Rother. Mais la partie, le cœur nucléaire, la concurrence, la politique de concurrence du traité de Rome, c'est rédigé par les Américains. Vous voyez, ça remonte à 1957, déjà, c'est pas d'aujourd'hui. S'il est donc logique qu'un tel traité voit le jour un demi-siècle après les premières bases de l'Union européenne, Pierre Hilard, à travers de nombreux documents, a montré que les origines remontaient bien avant la Seconde Guerre mondiale. Lorsqu'on remonte à la source, il faut remonter avant la Seconde Guerre mondiale, puisque vous avez déjà un certain Clarence Streit, journaliste au New York Times, auprès de la SDN, qui a vraiment lancé le mouvement. Il faut savoir déjà que Clarence Streit avait été le bénéficiaire de la bourse d'études Cecil Rhodes en 1920, quand il a fait ses études. Bourse d'études Cecil Rhodes, du nom de Rhodes, grand prince du mondialisme anglais qui est mort en 1902. Et qui, ou 1901, enfin début du XXe siècle, et qui poursuivait l'objectif de créer un monde unifié selon les normes anglo-saxonnes. Et donc il recrute des personnes appelées à occuper des postes élevés d'un point de vue politique, économique ou journalistique. Et Clarence Streit obéissait à ce principe. Il a été vraiment une excellente recrue, puisqu'il a écrit un bouquin intitulé Union Now, l'Union maintenant, sorti en 1939, avec un sous-titre Proposition pour une union fédérale des démocraties de l'Atlantique Nord, en 1939. Et il avait le soutien, 3 fois rien, de William Donovan, qui allait devenir, durant la Seconde Guerre mondiale, le patron de l'OSS, qui allait devenir la CIA, le soutien d'hommes politiques au hasard, Roosevelt, un autre qui allait devenir président à partir de 1945, Truman. Enfin bref, il avait le gratin politique, service secret, économique. Et au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le principe a été poursuivi. Il a joué un rôle important, Clarence Streit, enfin lui et ses amis, parce qu'évidemment il ne jouait pas seul, dans la création de l'OTAN. Et il a établi 2 déclarations transatlantiques, 1954 et 1962, pour aider, favoriser l'accélération du bloc euro-atlantique. Alors c'est l'époque aussi de la guerre froide, mais déjà, il y avait cette volonté de créer un marché unique, avec des normes tarifaires nivelées de part et d'autre.
Et c'est très intéressant de voir la liste des signataires, américains, anglais, allemands, français, et côté français, que ce soit l'année 54 ou l'année 62, on trouve, alors je cite en vrac quelques noms, des gaullistes comme Michel Debré, le conseiller aux affaires économiques du général de Gaulle, Jacques Rueff. On peut citer aussi Maurice Schumann, le général Weygand, lui c'est quand même assez étonnant, Maurice Allais. Dans les années 50, par anticommunisme, vous avez une vague pro-atlantique, vous avez la fameuse déclaration des intellectuels de 1905, c'est au début des années 50, dans laquelle signent des gens aussi différents que Maurice Allais, Schumann, tous ces gens-là. Si vous voulez, vous avez... Là on n'est pas du tout dans le projet politique, enfin, on est dans le projet politique sérieux, acté, traité. On est dans la volonté d'aller vers ces blocs-là, c'est surtout par la peur du rouge, quoi. Mais les Américains vont capitaliser là-dessus. Quand le général de Gaulle va revenir, comme le projet européen lui-même, ça va faire un peu pchit. Et donc, on va se calmer sur l'atlantisme parce que le général de Gaulle n'est pas un anti-américain, mais c'est pas un atlantiste. Il s'agit de rétablir une situation normale de souveraineté dans laquelle ce qui est français en fait de sol, de ciel, de mer, de force, et tout élément étranger qui se trouverait en France ne relèveront plus que des autorités françaises. Et le général de Gaulle fait en sorte que le marché commun européen à 6 fonctionne. Au passage, je le répéterai jamais assez, il fonctionne parce qu'on abaisse les droits de douane entre pays de même niveau de vie, mais que chacun se fait sa petite guerre des normes. Hein, un peu plus tard, quand les Anglais entreront dans le marché commun, ils vont même changer leur voltage pour éviter les exportations depuis le continent. 1954, 1962, volonté de créer un bloc euro-atlantique. Et puis vous avez aussi Kennedy, qui le 4 juillet 1962 a prononcé, le jour de la fête nationale américaine, un discours en faveur de l'instauration d'un bloc euro-atlantique où il dit qu'il faut établir entre l'Europe et l'Amérique une déclaration d'interdépendance et il demande aux Américains à apprendre d'une manière intercontinentale. Voilà, bon, on ne peut pas être plus clair, vous avez des doutes, non? Kennedy va faire ce qu'il appelle le grand dessein, c'est-à-dire il faut réintégrer l'Europe sans nous, ça marche. Commence à nous énerver le français, assez lourdement d'ailleurs. Donc c'est là où ils vont entrer dans l'agressivité, ils feront échouer le traité de l'Élysée par les Allemands, et ensuite l'Union européenne revient à ce qu'elle devait être, c'est-à-dire la marche vers l'aspect atlantique, mais piano, parce qu'en face, il y a encore l'Union soviétique. Une fois que l'Union soviétique meurt, on n'est pas long, hein. En fait, il a fallu attendre grosso modo le lendemain de la chute, enfin les années, les mois qui ont suivi la chute du mur de Berlin pour véritablement voir la chose s'accélérer. Et déjà, il suffit d'aller sur le site de la Commission européenne, puisque vous avez tous les documents détaillés pour l'instauration d'un bloc euro-atlantique. Et je cite dans l'ordre, 1990, déclaration transatlantique, 1995, nouvel agenda transatlantique, 1998, partenariat économique transatlantique, 2007, conseil économique transatlantique. Tout ça, c'est pour donc favoriser, harmoniser les liens euro-atlantiques d'un point de vue économique, mais aussi politique. Militaire, c'est déjà fait dans le cadre de l'OTAN. Et là, on entre à partir de 2009. De 2009, on a là par contre les textes les plus précis du Parlement européen. On en vient ensuite au fait que à la création du Conseil économique transatlantique par Barroso, Merkel et Bush fils. Et ensuite, c'est toute la mise du président Obama, très récente. À partir de juillet 2013, là le processus s'accélère. Donc, je veux dire, on croule sous l'épreuve. Tout d'un coup, les journalistes et les hommes politiques semblent découvrir qu'il y a un bloc euro-atlantique qui se met en place, que l'Europe contrepoids, je croyais que l'Europe contrepoids, c'était pour faire contrepoids aux États-Unis. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous avait dit en 2005 avec le projet Giscard, pour être plus fort. Non, on s'est fait avoir. Il y a une grosse phase d'accélération à partir de juillet 2013. Ça devenait urgent, étonnant. En réalité, ça devient urgent parce que les Américains voient
que toutes les stratégies de containment de la Chine se passent mal. La stratégie d'encerclement militaire se passe très mal à cause du collier de perles. Les multiples bases que la Chine a ouvertes dans tous les pays du sud-est asiatique, quasiment, à l'exception des ennemis historiques de la Chine, comme la Thaïlande, le Japon, Corée du Sud. Ils sont au Cambodge, ils seront bientôt en Indonésie, etc. Ça se passe très mal. Parce que le containment de Brzezinski était orienté sur la Russie d'abord. Donc l'encerclement de la Chine a pris du retard. Et là maintenant, il a pris un retard définitif. Vous avez cet échec-là, l'échec américain du déploiement économique en Asie, échec relatif. Il y a toujours des entreprises américaines qui se font de l'or en Asie. Mais le jeu en valait pas la chandelle. Vraiment. Et va en valoir de moins en moins la chandelle. Donc, il se dépêche pour peser tellement lourd que la Chine soit obligée de se plier aux normes du plus lourd et du plus fort. Voilà, le primus inter pares. Le premier parmi les princes, parmi ses pairs. Donc, c'est ça qui fait que les élites se dépêchent. Et puis, Poutine a voulu créer une zone de libre-échange de Lisbonne au Pacifique. Et donc éjecter le monde américain et anglais, donc empêcher la réalisation de ce marché transatlantique. Et ça, les Anglo-Américains, ils ont vu rouge, parce que pour eux, c'est une catastrophe de voir soit l'Allemagne, ça c'était les deux guerres mondiales, soit la Russie aujourd'hui, unifier le continent eurasiatique sous une seule autorité, parce qu'ils savent que si cette unité se fait de Lisbonne à Vladivostok, eh bien, il y aurait une telle puissance économique que les anglo-saxons seraient déclassés. C'est évidemment pour empêcher tout rapprochement du bloc continental européen vers la Russie. Et puis c'est pour finir, on va dire, de cadenasser en gros l'Europe, de définitivement l'arrimer à un bloc atlantiste. La grande peur des Américains, c'est que la fin potentielle de l'euro entraîne la fin de l'Union européenne et donc de leur domination sur une part du continent. Donc on va essayer de sauver, et comme toujours avec les Américains, ce qu'il faut sauver en premier, c'est le libre-échange. Si vous me permettez, je reviens juste 2 minutes dessus, parce que ça, c'est primordial. Les Américains ont pris des Anglais le fait d'être un impérialisme du libre-échange. On pourrait voir ça quasiment comme une volonté de relancer l'accord multilatéral d'investissement, l'AMI, qui avait été négocié dans le secret en fait par 29 pays, les 29 pays de l'OCDE à l'époque, donc entre 95 et 97, et qui avait été éventé suffisamment tôt pour qu'une riposte se mette en place, et pour faire échouer en fait tout simplement cet accord multilatéral d'investissement. En effet, l'accord multilatéral sur l'investissement, l'AMI, était un accord voté secrètement au milieu des années 90 et visant à libéraliser les investissements, ainsi qu'à accorder aux entreprises la possibilité de directement poursuivre en justice les États qui n'obéissaient pas à la règle. Cet accord a finalement été abandonné, mais comme le soulignent de nombreuses critiques, il y a beaucoup de points communs avec le mandat de négociation du traité transatlantique. Ils ont dit, ben voilà, on va faire un partenariat transatlantique sur le commerce et l'investissement. Et l'investissement, parce que c'était une vieille idée qui revenait. L'idée de l'AMI, à la fin, dans la décennie 90, ils avaient une idée, l'AMI, qui était l'accord multilatéral sur l'investissement. C'était d'avoir un accord, notamment avec l'Europe, qui permette carte blanche à l'investissement américain en Europe. Supposons un gouvernement français intelligent, et qui dise, allez, on ne fera pas payer les Français, les pauvres, mais on va faire payer les multinationales. Non. Mais si on a passé l'accord AMI crée une sécurité juridique, une stabilité juridique, fige la situation juridique, et le gouvernement concerné, le pays concerné, ne peut plus changer sa norme. S'il change sa norme, les États-Unis disent, ah, vous créez de l'insécurité. Vous changez la règle du jeu et on va vous poursuivre. Mais on ne va pas vous poursuivre devant vos tribunaux, parce que vos tribunaux, le syndicat de la magistrature, ils vont rajouter sur le mur du con, ils vont rajouter le PDG d'Amazon, etc. Non, 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 non. On va porter le conflit devant nos tribunaux à nous, nos tribunaux entre copains. Ça s'appelle l'arbitrage. Comme toujours les États-Unis, on n'abandonne jamais la poursuite.
Les chevaux continuent à galoper, en train de poursuivre l'Europe, en train de poursuivre le petit Indien européen qui veut s'échapper. Et toute l'armada américaine est derrière, enfin, tous les shérifs, ils ont mobilisé toutes les multinationales et ils poursuivent dans les fontes des chevaux, il y a les Winchester suspendus, et puis il y a le petit Indien qui essaie, le petit Indien européen et les Français, il essaie de s'échapper. Il a derrière ses trousses, le film, le western, John Wayne. Et donc ils sont revenus. Après fin des années 90, vous voyez la suite. 2014, on remet sur la table, on resserre la soupe de l'ami dans l'accord sur le commerce, partenariat transatlantique, trade, PTT, partenariat transatlantique sur le trade, sur le commerce et l'investissement. On revient sur l'investissement, obtenir de nouveau l'immunité juridictionnelle pour les multinationales américaines. Et sur bien des points, en fait, l'accord de partenariat transatlantique, le TAFTA, ça c'est l'ancien nom, puisque même le TAFTA, le nom a été changé, mais les opposants gardent le nom TAFTA, donc on va parler de TAFTA, en fait, ressemble à bien des égards en fait, à l'AMI qui avait été rejetée. Et Suzanne George, à l'époque, avait dit l'AMI, c'est un peu comme Dracula, s'il est exposé au grand jour, il meurt. Donc voilà, il faut exposer au grand jour le traité transatlantique. Dans un entretien donné à Euractiv le 10 septembre 2013, José Bové, alors député européen, déclarait « C'est indécent. J'étais début septembre au compte-rendu des négociations à la Commission qui se fait à huis clos. Lorsque le représentant européen a dit que les négociations devaient rester secrètes, le représentant américain lui a coupé la parole et s'est lancé dans une leçon de sécurisation des communications. Il a insisté sur le fait que les Européens ne devaient parler des négociations qu'avec des téléphones cryptés, alors qu'ils ont l'indécence d'espionner et de mettre sur écoute la planète entière. Alors moi, je vous le raconte exprès, parce que ça suffit le manque de transparence. D'ailleurs, en tant que député de la Commission Commerce International du Parlement européen, nous avons accès qu'à des comptes rendus globaux. En effet, à part le mandat de négociation de juin 2013, aucun document n'a été diffusé, et personne du côté européen n'a accès aux négociations, à part Karel de Gucht et l'inconnu Ignacio García Bercero, qui est le directeur du général du commerce à la Commission européenne. Les quelques résumés ou comptes rendus publics sur les positions de la Commission ne sont sortis qu'en anglais et dans un langage inaccessible pour la plupart du public. Par ailleurs, la Commission a déclaré clairement qu'une fois les rounds de négociations terminés, les parlements des différents États de l'Union européenne ne seront pas consultés. Le traité sera voté uniquement par le Conseil de l'Europe et le Parlement européen, qui n'ont pas droit de regard sur le texte lui-même. Ce traité a la faculté, comme les traités qui lui ont servi de modèle, l'accord Europe-Canada et surtout l'accord 95-97 d'accord multilatéral d'investissement, qui fut un échec parce qu'il a été rendu public. Comme ces modèles, il est négocié dans le plus grand secret. C'est la démocratie à la méthode atlantique, disons ça comme ça. On a des extraits en anglais. On n'a pas tout parce qu'officiellement ils disent qu'il faut pouvoir travailler à tête reposée, enfin les conneries de ce genre. En gros, la dictature, c'est les gueux, pour parler façon Florence Foresti, les gueux n'ont pas un droit de regard sur nos princes. Voilà, la démocratie c'est bien, mais enfin il y a des limites quand même pour eux. Je crois que c'est la sénatrice Elizabeth Warren aux États-Unis qui disait que l'opacité était vraiment la règle d'or dans cette affaire. Elle, c'est une opposante, c'est une farouche opposante au texte. Elle explique que justement, si le contenu du traité est exposé au grand jour, un peu comme l'AMI, tout s'effondrera. Ça, c'est les modèles de ce modèle de négociation dans le dos des gens, et dans le dos des populations, mais pire, dans le dos des États. J'aimerais que Mme Fleur Pellerin, qui est, je crois, notre secrétaire d'État au commerce extérieur, j'aimerais bien avoir son point de vue là-dessus. Si elle a eu le retour. Est-ce que M. Fabius, tellement occupé à subventionner le terrorisme islamique, s'il a eu ça en tant que ministre des Affaires étrangères, et si M. Montebourg, dont la pensée démondialisatrice ferait bien de se réveiller, il serait temps. Là, pour le coup, parce que là, elle a un sujet, là. Là, elle a un sujet. Ou peut-être prendre l'avis de M. Hamon,
qui a tellement bien suivi ce dossier au Parlement européen. Bon, maintenant, il doit être en pleine théorie du genre, il a dû changer, mais il a quand même d'autres choses à faire. Aussi incroyable que cela puisse paraître, les présidents et ministres des différents États de l'Union européenne n'ont effectivement probablement pas accès aux négociations qui ont lieu depuis 1 an, comme le souligne Jean-Claude Martinez, qui voit des ressemblances avec un autre accord. Comme Blair House, on ne connaît pas le contenu. Les dirigeants européens ne connaissent pas le contenu. Ils ont, comme Bérégovoy en 1992, qu'un résumé. L'accord de Blair House était un accord entre les États-Unis et l'Union européenne en 1993 qui avait été finalement rejeté par la France car considéré comme une violation de la politique agricole commune, la PAC. Le texte de l'accord n'était connu de personne à part des États-Unis et de certains commissaires européens. Et c'est justement en tant que membre de la Commission qu'Ignacio García Bercero surveillait alors les négociations supervisées par le GATT. Aujourd'hui, il est le principal négociateur avec les États-Unis. C'est Jean-Claude Martinez qui, grâce à un agent étranger, avait pu se procurer le texte juste avant que le gouvernement ne le valide. Il l'avait alors envoyé à des journaux, dont Libération, qui l'avait publié. Le lendemain, Jean-Claude Martinez croise Édouard Balladur, alors Premier ministre de la France. Et je dis, écoutez, cet accord de Blair House n'est plus confidentiel, je l'ai. Et M. Balladur me dit, mais oui, il n'est pas confidentiel, je l'ai lu ce matin à la une de Libé. Il est Premier ministre de la France. Hein. Premier ministre de la France, il me dit, mais l'accord de Blair House n'est pas confidentiel, je l'ai lu ce matin à la une de Libé. Mais je dis, monsieur le Premier ministre, vous l'avez lu à la une de Libé parce que c'est moi qui l'ai envoyé à Libé. Vous l'avez envoyé, comment vous l'avez? Je dis, écoutez, je ne peux pas vous dire, monsieur le Premier ministre, mais j'ai quantité de documents, des caisses de documents. Eh bien aujourd'hui, les 28 dirigeants européens, ceux qu'ils savent des négociations, ils peuvent aller à l'ambassade des États-Unis à Bruxelles, et là, on les autorise à consulter un petit résumé. C'est assez impressionnant. On pourrait penser que cette méthode discrète n'est employée que tous les 10 ans, mais on oublie souvent de parler d'un autre accord, négocié depuis maintenant 5 ans par la Commission européenne, et qui fait peu parler de lui. L'accord UE-Canada, dont on parle encore moins que du traité transatlantique. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a été, a priori, il est prêt depuis 1 an, on ne sait toujours pas qui l'a négocié, là pour le coup, on n'a toujours pas le texte, alors qu'au moins on aurait, parce que là, tout le monde a sa version là-dessus, on a le mandat de négociation du marché transatlantique, c'est sûr, et on aurait le texte en anglais. On a des versions caviardées en français, a priori. À l'instant où on enregistre cet entretien, voilà l'état du truc. L'accord UE-Canada, on l'a toujours pas. Hein. Et le peu qu'on en sait fait dresser les cheveux sur tout le monde. Parce que le modèle, d'un point de vue d'agroalimentaire, de viande bovine, par exemple canadien, est tout aussi dégueulasse que le modèle américain. Ne vous inquiétez pas. Hein. C'est pas parce que c'est du caribou que c'est plus frais. Maintenant que nous connaissons l'histoire de ce traité et la façon dont il est mené, la question qui vient à l'esprit est pourquoi? Pourquoi tenir aussi secret un accord engageant 800 millions de consommateurs? Pourquoi accuser de complotisme des gens qui parlaient il y a 10 ans d'un traité qui est pourtant en germe depuis des décennies? Même si on n'a accès qu'au mandat de négociation, à des versions fuitées, et si on peut comparer ce traité sur certains points à d'autres accords qui ont finalement été rejetés par le passé, on peut se douter des conséquences qu'il risque d'engendrer. Et c'est peut-être pour cela qu'on en parle peu. Comme nous l'avons vu, cet accord de libre-échange concerne en particulier l'abaissement des normes non tarifaires et tarifaires. Quel est donc, à l'heure actuelle, l'état des droits de douane entre les États-Unis et l'Union européenne? En droit de douane général, en moyenne, on est à 3%. Autrement dit, rien. On est dans rien. Des pays normaux, hein, je prends comme pays normal la Chine. La Chine, elle a, sur certaines denrées, elle a des droits de douane à 25%. Un vrai pays, ça a des droits de douane comme ça. Hein. Un truc qui existe encore. Le Japon, ils ont parfois des droits de douane à 100% sur certains trucs. Comme nous n'avons pas encore le traité complet, il y a encore un tout petit peu de droits de douane spéciaux, particulièrement au domaine agricole. Je pense que c'est le secteur qui, dans la baisse tarifaire pure, sera le plus touché. C'est le dernier moment, les derniers moments de l'agriculture française. À l'heure actuelle, il disparaît une ferme chaque 15 minutes, 4 fermes par heure, 90 fermes par jour. Il en restait 500 000 fermes. Après cet accord... Il va y avoir un changement des modes de production agricole. Ça, c'est clair.
l'Union européenne facilite déjà les grandes exploitations. Mais l'Amérique, c'est encore pire. Vous avez des États entiers où il n'y a quasiment personne, parce que c'est les États des grands propriétaires fonciers. Aux États-Unis, il ne reste plus que 3 millions de fermiers. Leur seule production céréalière pourrait nourrir 2 milliards de personnes. Tout s'accélère. Fabriquer de la viande, plus vite que l'animal, est devenu une routine quotidienne. Dans l'immensité de ces corrals piétinés par des millions de bêtes, pas une herbe ne pousse. Une noria de camions, venant de tous les horizons du pays, apporte des tonnes de céréales, soja et granulés hyper concentrés qui se transformeront en tonnes de viande. Moi, j'ai vu flinguer par l'accord ALENA, l'accord de libre-échange de l'Amérique du Nord, c'est-à-dire Canada, Mexique, États-Unis. J'ai vu mourir l'agriculture mexicaine. Les Mexicains ont inventé il y a 5000 ans le maïs, à partir d'une plante latérocenthe, à force de croisement, 5000 variétés de maïs, les Mexicains ont fabriqué. Bon. Et donc, le maïs, c'est pour eux, si vous voulez, c'est les grandes céréales. Il y a les pays du riz, il y a les pays du mil, il y a les pays du blé, et il y a les pays du maïs. Voilà l'humanité. Hein. L'humanité tient dans ces trucs-là. Eh bien, le Mexique, qui est à l'origine de la civilisation du maïs, le Mexique aujourd'hui importe son maïs des États-Unis. Apparemment, les OGM ont déjà contaminé le maïs mexicain. C'est ce que révèle une étude publiée par la revue scientifique Nature. Signée par le professeur Ignacio Chapela de l'université Berkeley, cet article a provoqué une vive polémique. Le Mexique représente le centre d'origine du maïs. Dans la seule région de Oaxaca, dans le sud du pays, on dénombre plus de 150 variétés locales. Cette grande biodiversité est un trésor universel qui abrite le réservoir génétique du maïs, entretenu par des millions de paysans mexicains. Pour préserver la diversité de son maïs, le Mexique a interdit les cultures transgéniques. En revanche, dans le cadre du traité de libre-échange signé avec les États-Unis et le Canada, le pays n'a pas pu empêcher l'importation massive de maïs américain, transgénique à 40%. Destiné exclusivement à la consommation humaine et animale, le maïs américain menace la production locale. Largement subventionné par l'administration de Washington, le maïs industriel, comme on dit ici, est vendu 2 fois moins cher que le maïs traditionnel. Donc déjà, vous allez avoir ça. Qui dit très grande, dit changement des modalités de traitement et particulièrement du traitement sanitaire de la nourriture. Et c'est là où il faut avoir peur. Monsanto, par exemple, pour les OGM, a dit à mot à peine couvert que le traité transatlantique était une opportunité formidable pour le secteur transgénique, pour le secteur de l'alimentation transgénique notamment, et pour faire sauter un certain nombre de barrières et de protections à l'échelon européen. On va devoir autoriser les hormones, les OGM qui passent déjà par l'Union européenne passeront d'autant plus. Beaucoup de citoyens l'ignorent, mais une partie des OGM est déjà autorisée au sein de l'Union européenne, comme en témoigne ce passage involontairement comique d'un document de la Commission européenne sur le traité transatlantique qui essaye de rassurer les consommateurs européens sur l'entrée des OGM. Premièrement, aucune des parties intervenant dans les négociations ne peut obliger l'autre à faire quoi que ce soit. Chacune d'elles espère en obtenir le plus possible, mais l'accord final doit être acceptable tant pour les États-Unis que pour l'Union européenne. Ceci s'applique à la politique des OGM comme à tout autre domaine. Deuxièmement, la loi fondamentale de l'Union européenne relative aux OGM n'entre pas dans les négociations et par conséquent ne peut être modifiée à leur issue. Cette loi permet déjà la commercialisation de certains OGM dans l'Union européenne sous réserve que leur utilisation comme denrée alimentaire, alimentation animale ou semences de culture ait été autorisée. Autrement dit, ne vous inquiétez pas, le traité transatlantique ne fera pas entrer d'OGM parce qu'il rentre déjà. Et qui dit OGM dit propriété des semences. Et ça, c'est très dangereux. Et potentiellement stérilisation de la terre. Parce que
Ça, c'est les conséquences à très long terme, mais c'est des conséquences non nulles. Nous dépendrons des multinationales. Nous serons obligés d'acheter les engrais et les insecticides qu'elles vendent. Car sans ça, leur maïs ne poussera pas. Alors que le maïs local marche très bien sans engrais ni herbicides. Vous voyez, il est très beau. Au Mexique, une fois que les semences transgéniques seront libérées dans l'environnement, il est fort probable que les transgènes s'insèrent dans le génome des variétés locales mexicaines. C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter, car les plantes de maïs se croisent naturellement par le pollen que transporte le vent. On peut donc craindre que le fond génétique du maïs traditionnel soit affecté de manière totalement incontrôlée. Pensez-vous que cela puisse être une stratégie de Monsanto, ce qu'elle ne peut pas obtenir légalement, c'est-à-dire les cultures légales d'OGM, elle l'obtient par la contamination? Oui, on finit par se demander si la contamination n'a pas été intentionnelle. Si le centre d'origine du maïs est contaminé, le reste de la planète peut suivre. La contamination profite uniquement à des multinationales comme Monsanto. Un peu moins fameux que Monsanto, il y a l'industrie porcine aux États-Unis qui utilise une sorte de médicament, je ne sais pas comment on peut l'appeler, un produit qui s'appelle la rectopamine, et en fait qui a pour but de gonfler la teneur en viande maigre des bovins et des porcins. Mais vu les risques encourus pour la santé des animaux et du consommateur, c'est interdit dans un grand nombre d'États, je crois près de 160, et notamment les pays de l'Union européenne, les États membres. Et l'industrie porcine a clairement fait savoir qu'aujourd'hui, ça ne serait plus acceptable dans le cadre du partenariat transatlantique. Les viandes américaines, elles sont purifiées. Purifiées de deux manières. Aux hormones d'abord, qui servent premièrement à avoir du rendement. La viande grossit plus vite. En moyenne, pour faire un vrai poulet en France, je crois me rappeler, hein, entre 2 et 3 mois. Aux États-Unis, vous pouvez en avoir en 3 semaines. Du poussin au plastique. Avec la viande bovine, c'est encore bien pire. Vous avez des... Je renvoie vos internautes, hein, ils pourront trouver ces images de bœufs américains qui ont plus grand-chose de bœuf d'ailleurs. L'accord vise à supprimer les barrières non tarifaires, c'est-à-dire des barrières, vous mettez un obstacle au commerce, mais ce n'est pas un droit de douane, vous mettez un obstacle, vous dites « Ah, je n'en veux pas parce que c'est mauvais pour ma santé. Ah, je n'en veux pas parce que c'est mauvais pour l'environnement. » voyez. C'est ça la barrière. Je n'en veux pas parce que les hormones, c'est dangereux pour ma santé. Bon. Je n'en veux pas parce que les produits phytosanitaires, c'est dangereux pour ma santé. Je n'en veux pas parce qu'il y a des produits chimiques, là je regarde la composition, et nous, Européens, on a adopté un règlement riche qui fait qu'on surveille toutes les molécules chimiques, etc. etc. Mais évidemment qu'il va y avoir toutes les perturbations des endocriniennes que tout le monde voit, qui sont à l'origine des allergies, etc., et qui sont dues à des types d'alimentation, etc., cancer, etc. Tout ça risque d'être boosté, risque d'être flambé, quoi. Mais certaines maladies sont liées à la bouffe. On le sait. La plus célèbre, c'est le cancer. Plusieurs types de cancers sont alimentaires. Nous le savons aujourd'hui. Je vous ferai dire que ce n'est pas pour rien qu'au début des années 70, le taux d'obésité américain est tout à fait dans les normes. Et qu'aujourd'hui, et à partir des années 80, il augmente de manière exponentielle. C'est par rapport à des additifs alimentaires. Ils sont extrêmement dangereux, dont le plus connu est l'aspartame. 300 additifs alimentaires sont actuellement autorisés en Europe. Parmi eux, l'aspartame, un édulcorant de synthèse que l'on retrouve dans au moins 6000 produits de consommation courante, comme les boissons gazeuses, les produits dits sans sucre, les sucrètes, les chewing-gums, mais aussi les médicaments. Son nom de code, E951. L'histoire de l'aspartame est exemplaire. On y retrouve toutes les techniques utilisées par l'industrie
pour manipuler le processus de réglementation. J'ai demandé à la firme Searle de m'envoyer un échantillon d'aspartame, ce qu'elle a fait. Je l'ai donné à manger à des bébés souris et j'ai observé les mêmes dégâts cérébraux qu'avec l'acide aspartique ou le glutamate. Mais si l'aspartame est susceptible de provoquer des tumeurs au cerveau, c'est un énorme enjeu sanitaire. Pourquoi la FDA a-t-elle autorisé cette substance? Parce que la FDA n'a pas fait correctement son travail. Mais qui est le plus connu, qui est déjà grave, mais qui n'est pas le pire. Le problème, il est là. Et qu'on peut avoir, parce que les modes de qualité français en termes de bouffe sont inférieurs en termes de rendement à ce qui sera fait par les Américains, c'est sûr. Donc dans la guerre du moins 10 ans, nous serons les perdants. C'est clair et c'est net. Et là, en termes de santé publique, en termes de cancer, en termes de fertilité, la fertilité masculine dans les pays occidentaux et aux États-Unis s'effondre lourdement. En France, elle se maintient un peu. Et je pense que c'est... Alors, il y a l'aspect pollution, certes, mais il y a un aspect alimentaire. On joue avec la vie des gens. On ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. Et un accord de libre-échange, ça ne se fait jamais au mieux 10 ans. N'oubliez pas, vous vendez de la haute technologie, vous achetez de la verroterie, et fondamentalement, c'est une affaire de verrotier, le libre-échange. Ça ne se fait jamais à la qualité, ça n'a jamais eu lieu, et ça n'aura jamais lieu. Des conséquences sanitaires très sérieuses, des conséquences sur notre indépendance agroalimentaire très sérieuses, c'est pas rien, des conséquences phytosanitaires très sérieuses, des conséquences sur tout l'environnement chimique, des molécules chimiques très sérieuses. C'est pas rien cet accord, hein. Tout ça pour faire du commerce, quoi, hein. Pour faire, voilà, donc ils vendront même la corde pour les pendre, disait l'autre, et ben voilà, ils vendront même le poulet pour s'empoisonner, ils vendront même les hormones pour s'empoisonner, etc. Et dans la civilisation Lévi-Strauss, il y a le cru et il y a le cuit. Et nous ne faisons pas cuire les aliments de la même façon. Et nous n'assaisonnons pas les aliments. Et dans la culture, l'exception culturelle pour le cinéma. Mais l'exception culturelle, c'est d'abord une exception agriculturelle. La base de la culture, c'est le manger, c'est le banquet de Platon, c'est le boire, c'est le type de boisson. Le hooligan ne se pète pas la gueule comme l'autre. Apollinaire, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes boissons. Le pastis, l'absinthe, c'est pas pareil. Donc c'est vraiment un accord sur l'abandon par l'Europe de ces normes alimentaires, ces normes de boissons qui font sa civilisation. Ceci est mon sang, ceci est mon corps. Le vin, le blé, ça c'est, on est au cœur du dispositif chrétien, hein, on est au cœur de la cathédrale européenne hein, avec l'alimentation. Le producteur français, lui, il a une méthode de production agricole qui est de faciliter le goût, de vouloir le goût et comment dire, et que la viande soit apte à la consommation dans le sens où elle n'est pas, il faut la viande la plus pure possible. C'est-à-dire avec un animal qui soit élevé, avec auquel on donne de la bouffe relativement propre, pour faire un animal en pleine santé, qui est tué relativement jeune, pour avoir une viande en pleine santé. Le producteur américain, lui, il est dans une autre philosophie, c'est qu'il faut une viande non bactérienne. C'est-à-dire qu'on peut y mettre ce qu'on veut du moment qu'on tue la bactérie. Alors que nous, on a un très vieux peuple paysan. Nous, on s'est habitué à la bactérie. Et est-ce que nos amis musulmans sont d'accord là-dessus, hein, nos 5 millions d'amis musulmans parce que, encore une fois, la viande halal, s'ils refusent le bœuf du Kansas, qui n'est pas tué halal, c'est une barrière non tarifaire. Et les États-Unis vont leur expliquer que leur histoire coranique, d'ailleurs qui n'est même pas dans le Coran, que leur histoire, c'est une histoire culturelle. Et que les éleveurs du Kansas, ils en ont rien à foutre de cette histoire culturelle. Voilà. Et donc le bovin, il n'est pas saigné comme ça. Le bovin, il est abattu à la Winchester comme le bison, il y a l'Indien qui saute dessus. Non mais vous voyez, donc il faudrait aussi que dans les mosquées, on se réveille. Hein. Malgré l'importation de nourriture nocive pour la santé publique, certains disent évidemment qu'on ne sera pas obligé de l'acheter. Ce qui est vrai, mais il pourrait être difficile de distinguer par exemple la viande américaine de la viande française.
Comme l'a signalé la Commission européenne en juillet 2013, dans le rapport Technical Barriers to Trade, le marquage et l'étiquetage sont mentionnés brièvement dans l'accord TBT, mais il est suggéré que certains points devraient être ajoutés pour le commerce entre les parties, de sorte que les critères de marquage obligatoires, tout en continuant à fournir les informations nécessaires à l'utilisateur ou au consommateur, ainsi qu'au pouvoir public, par rapport à la conformité des produits par des critères spécifiques, soit limité autant que possible à ce qui est essentiel et soit le moins possible une entrave au commerce, afin d'atteindre l'objectif légitime poursuivi. Nous observons que l'indication de l'origine des aliments pourrait aussi être considérée comme une entrave au libre-échange, car constituant une discrimination. Et un élément que ces cochons, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, voudraient nous mettre, voudraient mettre sur pied, c'est que dans les années 90, vous avez ce qu'on appelait l'AMI, qui est l'accord multilatéral sur l'investissement. En gros, les entreprises pouvaient poursuivre les États et les condamner, les poursuivre en justice et les condamner. Et la chose ne s'est pas faite. Et là, actuellement, ils remènent la chose dans un sigle qui s'appelle l'APT, l'accord partenariat transatlantique. C'est-à-dire qu'ils voudraient que les États soient soumis aux entreprises. Que l'entreprise peut poursuivre un État, le condamner si l'entreprise estime que les mesures sociales ou environnementales, ou enfin tout ce qui fait qu'on se porte bien pour le citoyen, eh bien porte préjudice à l'entreprise. Un certain nombre de normes sanitaires, par exemple la Commission européenne est souvent, où les États membres doivent payer à des grandes entreprises agroalimentaires pour le refus des OGM sur le sol européen. Aujourd'hui, en fait, elle devait passer pour l'OMC ou devant un certain nombre d'organisations supranationales. Désormais, les investisseurs pourront directement attaquer donc les États via ces juridictions, via ces tribunaux spéciaux. Il n'y a pas d'imposition de Google, de Amazon, de Yahoo, qui est un scandale. 30-40 milliards de bénéfices, pas d'impôt. Pas d'impôt dérisoire. Dans leur grande mansuétude. Obama a protesté, les grandes multinationales américaines ne paient pas, nous, Total ne paie pas, etc. Bon. Alors nous passons cet accord. Cet accord va, je vais vous prendre un exemple, cet accord va geler la législation. Les multinationales diront, écoutez, voilà, nous avons passé un accord qui assure une stabilité législative pour l'investissement. Nous avons fait un investissement en 2014 dans l'état de la législation française et dans l'état de la législation européenne. Nous nous sommes fiés à cette législation européenne. Bon. Vous avez un dirigeant français qui est devenu intelligent, des dirigeants européens qui sont devenus intelligents, et qui ont décidé que Google, Amazon, Yahoo allaient payer l'impôt sur les sociétés parce qu'on allait créer un impôt sur les sociétés européens qu'on appelle le projet AXIS, l'assiette commune consolidée. On allait adopter les mêmes règles d'impôt sur les sociétés partout en Europe. Que Google, que Amazon, qu'il aille en Irlande à 12,5%, qu'il reste en France à 30, 40, 50% d'impôt, partout ils trouvent la même règle et l'évasion fiscale de Google, d'Amazon, de Starbucks, c'est terminé. Mais alors, dans ce cas-là, on change la législation. Google et Amazon disent, ah, mais les amis, vous avez changé la législation. Mais nous, en 2014, quand on a investi chez vous, on ne payait pas. Alors maintenant, vous ne pouvez pas changer la règle. Si vous changez la règle, vous créez de l'insécurité. Et si vous n'êtes pas content, on va vous poursuivre. Ils veulent que la situation au temps T, lorsque la multinationale investit au temps T, la situation fiscale, la situation sociale, la situation juridique ne puisse pas être changée au temps T plus N. Et si au temps T plus N la situation est changée, ils vont devant leur tribunal arbitral, leur justice privée, et là ils disent, ah les amis, vous n'avez pas... Dans l'accord que vous avez signé, il était prévu la sécurité juridique, et là vous nous créez de l'insécurité juridique. Voilà ce que ça veut dire. Les tribunaux d'arbitrage, appelés RDIE ou ISDS, sont le mécanisme qui devrait donner raison à l'entreprise ou à l'État dans le cas d'un litige. Ils suscitent beaucoup de polémiques dans la presse. Certains défenseurs de l'utilisation de ces tribunaux mettent en avant le fait qu'ils sont désignés par les deux parties, donc par exemple à la fois par l'entreprise qui attaque et par l'État qui se défend. Cependant, comme le fait remarquer Raoul-Marc Génard dans son ouvrage « Le grand marché transatlantique, la menace sur les pays d'Europe », les tribunaux d'arbitrage étaient déjà présents dans l'accord de l'ALENA
qui ont instauré une zone de libre-échange entre le Canada, le Mexique et les États-Unis. Il rappelle ainsi ceci. En 20 ans, le Canada a été attaqué 30 fois par des firmes privées américaines, le plus souvent pour contester des mesures en vue de protéger la santé publique ou l'environnement, ou pour promouvoir des énergies alternatives. Le Canada a perdu 30 fois. Il va y avoir des juridictions spéciales, on pourrait parler de tribunaux spéciaux qui vont être créés, qui seront entre les mains de juristes spécialistes de l'investissement des affaires. Et en fait, c'est un tout petit monde. L'investissement international et le monde des juristes dans ce domaine-là. Ils sont une quinzaine, à peu près, à régler 55% des contentieux juridiques dans ce domaine. Je ne sais pas si vous imaginez. Et la plupart sont des avocats d'affaires, des juristes qui travaillent pour les plus grandes entreprises américaines ou européennes. Et ces juridictions, donc on aura en fait un système qu'on pourrait appeler investisseur contre État. Si un certain nombre d'entreprises estiment que les lois nationales contreviennent à leur possible profit, à leur potentiel profit ou à leur potentiel bénéfice, ils pourront se retourner contre les États via ces juridictions spéciales. Je vais vous illustrer ça par ce qui est arrivé dans l'accord de l'ALENA. Il faut savoir que dans l'ALENA, États-Unis, Canada, Mexique, ce droit de justice privée existe. Et bien, je vais vous parler d'une petite entreprise sympathique qui s'appelle Lone Pine Resources, qui est une entreprise qui fait de la fracturation hydraulique, du gaz de schiste, du pétrole de schiste si vous préférez. Grâce à ce superbe traité de l'ALENA, elle qui est une entreprise canadienne, a attaqué à partir du Delaware, paradis fiscal américain, où elle a une succursale, l'État canadien, pour 250 millions, pour lui avoir refusé le droit de la fracturation hydraulique, du pétrole de schiste, et d'avoir quelques actions dans ce qu'on appelle du sable bitumineux, c'est-à-dire la méthode la plus dégueulasse d'extraction du pétrole. Point. Vous voyez ce genre de martingale? C'est votre futur, notre futur, tout ça. Alors, il y a une organisation très puissante là-bas aussi qui s'appelle US Council for International Business, je crois. Qui notamment dont est membre par exemple une entreprise comme Verizon, etc., qui a donné beaucoup de données à la NSA, et ils ont dit clairement qu'il fallait en finir avec la notion de vie privée qui pouvait être considérée comme une entrave, voire en fait une façon pour certaines entreprises de faire du commerce déguisé. Je ne sais pas si vous imaginez un peu la logique et le raisonnement complètement dingue. Je vous donne un exemple très simple. Le droit des données personnelles en France est protégé par ce qu'on appelle une AI, une autorité administrative indépendante, que tout le monde connaît, qui est la CNIL. En théorie juridique, une AI, c'est pas l'État, mais c'est lié à l'État. Si elle est dite indépendante, c'est que c'est pas l'État. Mais elle lui est quand même reliée, puisque c'est déjà lui qui la subventionne. Or, déjà, cherchez l'argent. Si le droit des données personnelles, qui sont par exemple très protégées en France, beaucoup moins aux États-Unis, une firme américaine qui fait du courtage ou de la vente de données personnelles, par exemple, qui vend ce que vous mettez sur qui passe un accord avec Facebook et qui vend ce que vous mettez sur vos profils Facebook. Si la CNIL le gêne, elle fera condamner l'État français. Et là, vos données personnelles deviendront des biens d'échange dénués de points de frottement. C'est là où il y a un véritable problème de liberté publique derrière ce type d'accord. Parce que tout le droit de la protection du consommateur, quoi qu'on pense du droit de protection du consommateur français, est supérieur à quelques exceptions près, je pense aux actions collectives, les class actions que les Américains autorisent, mais en moyenne, le droit de la protection du consommateur est supérieur dans des pays comme la France. Or, un accord de libre-échange fait avec une puissance supérieure, qui sont les États-Unis, à votre avis, c'est quel standard qui va dominer? C'est quelles multinationales qui vont dominer? Ça veut dire que tout simplement nos données personnelles, nos données numériques ne seront plus protégées. Bon, déjà, une chose simple, comment on n'a pas suspendu, voire totalement abandonné les négociations avec les États-Unis quand le scandale Snowden a implosé?
Alors, il aurait fallu arrêter tout de suite, quoi. Bon, ça, évidemment, il aurait fallu des dirigeants pour ça, mais... On a perdu la souveraineté monétaire, on a perdu la souveraineté fiscale, on a perdu la souveraineté budgétaire, on a perdu la souveraineté bancaire, on a perdu la souveraineté sur Internet, et là, on va perdre la souveraineté juridictionnelle. On n'aura même pas la possibilité de juger. Le roi, il pouvait battre monnaie, il ne peut plus battre monnaie, mais le roi, il avait le sceptre. Saint-Louis, il se mettait sous le chêne, il rendait la justice. Chavez, il se mettait à la télévision, allô président, il rendait la justice. Eh bien là, plus possible. À l'écoute des conséquences de l'application du traité transatlantique, on se demande quelles vont être les raisons invoquées par l'Union européenne pour le faire accepter par les populations. Sur le site de la Commission, on trouve une étude intitulée « Reducing Transatlantic Barriers to Trade and Investment » et réalisée par le Center for Economic Policy Research de Londres. Cette étude assure que la création du marché transatlantique rapporterait à chaque habitant de l'Union européenne 545 € par an et que le PIB européen augmenterait de 0,4%, soit l'équivalent de 120 milliards d'euros. Nous avons demandé à nos intervenants ce que cette étude leur inspire. Et déjà, sur un accord dont on ne sait pas quand il sera définitivement acté. Donc on ne sait pas quel sera l'état des économies des parties signataires au traité au moment où il sera mis en œuvre. Non mais, si vous voulez, moi je demande à voir le modèle de calcul. Alors je comprends que la place de Londres aime bien ce genre de truc. Je peux tout à fait le comprendre. Parce qu'une place financière, c'est que plus il y a de libre-échange, plus il y a d'ouverture des marchés de capitaux. Et que plus vous solidifiez le libre-échange, moins quelqu'un aura l'idée de mettre des entraves au marché de capitaux. Et comme la place de Londres est la deuxième place mondiale maintenant, Wall Street l'a doublé cette année, eh bien je comprends qu'elle donne son blanc-seing à une zone de libre-échange. Je ne sais pas si vous vous rappelez du docteur Bernard Kouchner, qui est spécialiste de la viande en gros, de la viande yougoslave. Il avait dit avec Maastricht, on rira beaucoup plus. C'est du même niveau. C'est du même niveau. Alors lui, il a dû se marrer beaucoup plus avec Maastricht. Je comprends. Vous vous souvenez des déclarations au moment du traité de Maastricht? Maastricht, ça sera la prospérité, le plein emploi, la croissance. Voilà, bon, bah, on s'arrête là. Hein. La technique fumigène. Si on fait un accord de libre-échange, on gagnera tant de points de PIB. Ça rappelle le discours de Jacques Delors. Si on fait le grand marché unique, il y aura du miel, il y aura des abeilles, il y aura des souris, on sera tous au paradis. Enfin, c'était le discours de Delors. Le discours de Delors, quand il proposait le grand marché unique. Quand on relit le discours de Delors, c'est merveilleux, quoi. Jésus marchera sur l'eau. Voilà. C'était un discours religieux, finalement. Il y aura la multiplication des pains, Martine Aubry deviendra intelligente, toutes des choses merveilleuses. Mais même si l'étude mise en avant par l'Union européenne sera reçue avec beaucoup de scepticisme, une question légitime subsiste. Pourquoi les États-Unis et leurs multinationales gagneraient? Pourquoi ce ne sont pas les États européens qui profiteraient le plus de cet accord? Je comprends les négociateurs européens et je comprends l'Union européenne. Le problème, ce n'est pas une négociation. Elle écrit sous une dictée américaine facilitée par des lobbies de multinationales. Point. Tout ce qui tourne autour de ce fameux Conseil économique transatlantique dont je vous ai parlé, dans lequel il y a, je crois, plus de 60 multinationales, Deutsche Bank, Total, etc. Bon, c'est eux qui... Ils utilisent leur lobbying pour être un petit peu pardonnez-moi ce terme, mais j'en vois pas, enfin, le facilitateur, l'accélérateur, entre guillemets la vaseline, donc de l'accord. Il y a Business Europe et la Chambre de commerce américaine, qui sont deux des plus gros lobbies patronaux au monde, et en fait qui quasiment, pour certains, ont des lobbyistes à eux évidemment, et rédigent quasiment certains éléments du traité. Et on se demande même si, finalement, ils ne rédigent pas la copie avant de la distribuer directement aux dirigeants, quoi. Et je vais vous donner un autre élément pour vous dire que c'est le droit américain qui va
dominer nécessairement, c'est que l'Amérique a, depuis 1977, un système de droit extraterritorial. Pourquoi personne n'en parle de ça? C'est-à-dire que l'Amérique peut faire juger pour malversation une entreprise qui a un lien ténu avec elle, même si la malversation n'a pas eu lieu sur son sol ou contre ses intérêts. C'est ce qu'on appelle le Foreign Corrupt Practices Act, qui a été renforcé en 1998 et renforcé en 2010 par le Dodd-Frank Act. C'est-à-dire, je vous fais un exemple simple, Siemens, qui a été l'une des entreprises les plus lourdement condamnées. Un juge américain vous prend pour malversation et soit vous êtes condamné, soit vous prenez ce qu'on appelle des monitors, c'est-à-dire des avocats américains qui vont normaliser votre entreprise de l'intérieur et c'est vous qui êtes obligé de les payer. Voilà ce que c'est la puissance du droit américain. Vous croyez qu'un pays qui a une telle armada juridique et dont toutes les multinationales, parce qu'elles veulent l'accès au marché américain, préfèrent encore se laisser faire, et particulièrement les multinationales européennes, qui a le plus de voix par rapport à la Commission? Les multinationales européennes ou le citoyen européen? Vous croyez qu'un pays qui a une telle puissance juridique va se mettre à quatre pattes devant une institution qui est l'Union européenne, qu'il a lui-même créée? L'élection européenne, c'est un moment béni. On va parler de cet accord transatlantique, dont les gens vont se cultiver, on va leur parler de l'accord ami, du secret, ils vont découvrir comment ça se passe réellement. Et puis après, il vaut mieux qu'il arrive quand même des hyper pointus là-dedans, parce que la négociation va continuer, elle ne va pas terminer. Là, pour moi, elle est gelée par l'élection européenne. Vous voyez qu'on va très très loin. Hein. Apparemment, c'est technique, c'est une histoire de droit de douane, c'est une histoire de barrières non tarifaires. En réalité, c'est civilisationnel, hein, c'est un grand passé. Et toujours pareil avec les États-Unis, nous imposer leur mode de vie, leur mode d'alimentation, leur mode de boisson, nous imposer leur modèle. C'est toujours pareil, ils ont un modèle vestimentaire, de pensée, ils nous ont imposé Internet, ils nous ont imposé la gouvernance mondiale d'Internet est à eux, la gouvernance alimentaire doit être à eux, et maintenant la façon de faire cuire notre alimentation, on doit faire cuire selon leurs normes. Voilà. Bon, ben, s'il y avait Général de Gaulle, il devrait te faire cuire d'œuf. C'est une affaire de multinationales et c'est une affaire de l'État américain, parce que l'État américain peut enfin avoir son glacis économique protecteur. En réalité, ce n'est pas le pendant de l'Union européenne, le traité transatlantique. C'était le but de l'Union européenne. Mais c'est le pendant économique de l'OTAN.